Euthanasie, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est quand on aide quelqu'un à mourir de manière active. Je vais vous laisser. Euthanasie, suicide assisté, aide active à mourir et sédation profonde. Si jamais je vous demande rapidement de les définir. Voilà. Écoutez, donc sédation profonde, en fait, c'est une pratique qui est en vigueur depuis longtemps, qui consiste à endormir la personne pour qu'elle ne souffre plus, et ce, généralement, jusqu'à la mort. Donc on dit parfois sédation profonde jusqu'à la mort. Dans ce cas-là, la personne est endormie, ne souffre plus, et en fait, elle meurt des suites de cette situation de sédation, qui est parfois couverte par la théorie du double effet. Ça veut dire l'idée que le but principal n'est pas de tuer, mais il est de soulager, même si ça a pour conséquence dater la mort, mais on ne donne pas la mort directement par un poison. Donc il y a un double effet. On veut soulager, tout en sachant que ça va accélérer la mort. Mais on fait ça que, dans le cadre de la française, lorsque déjà on est tout à fait au bout de la vie. Et donc c'est pour les derniers jours d'existence. Quand on met un peu trop de morphine pour calmer la douleur, mais qu'on sait que la personne va partir plus vite à cause de ça, quoi. Voilà, ça c'est la sédation profonde. L'aide active à mourir, c'est un euphémisme en fait qui a été inventé. Ça veut dire que pour essayer de faire passer, on va dire, l'euthanasie, le mot euthanasie est évidemment extrêmement chargé au plan politique, émotionnel. Donc l'idée est bien sûr d'éviter de l'utiliser pour ceux qui veulent légaliser. Et donc ils ont cherché d'autres mots, dont cette idée d'aide pour avoir quelque chose de positif, d'actif pour montrer que on fait la piqûre, c'est pas passif, c'est actif, et à mourir. Donc ça, c'est un euphémisme. Et ensuite, les deux réalités, c'est l'euthanasie et le suicide assisté. Le suicide assisté, c'est en fait la possibilité qui est demandée pour une personne de se suicider proprement, j'ose dire. Ça veut dire que la question du suicide, c'est, on peut dire que tout le monde peut se suicider, mais là, c'est sans avoir mal, sans risquer de se rater, pour dire les choses simplement, donc avec une prescription, un poison, quoi, efficace. Et puis l'euthanasie, c'est lorsque la personne qui veut mourir, ou la personne que l'on souhaite tuer, eh bien, en fait, elle est tuée par un tiers, par un acte d'un tiers, une injection. L'euthanasie est faite avec un poison qui est le même que celui utilisé aux États-Unis pour la peine de mort. C'est la même pratique, en fait, c'est l'injection létale. Donc voilà les 4 termes. On est toujours en train de définir les termes pour ce soir. Là aussi, ce dont on a besoin, c'est pas français, je suis désolé. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est où en est la loi et le texte. Si jamais je vous demande en ce moment, dans le processus de législation, on en est où de cette loi sur le suicide, enfin sur l'euthanasie? En fait, déjà, il y a eu de nombreuses propositions de loi qui ont été déposées depuis des années. Il y a eu aussi des projets de loi déposés par le gouvernement depuis de nombreuses années. Ça s'est accéléré ces dernières années, pendant les 5 dernières années. Et puis ensuite, il y a eu des solutions au renversement de gouvernement, etc. Donc le processus a été pas mal bouleversé. Aujourd'hui, on a un texte qui est le texte de M. Falorni, qui est une proposition de loi, c'est-à-dire qui a été introduite non pas par le gouvernement, mais par un député, et qui a été débattue d'abord à l'Assemblée nationale. Une première version du texte a été adoptée à l'Assemblée au mois de mai 2025. Et ensuite, le texte est envoyé au Sénat pour examen en commission. Le texte a été débattu en commission la semaine dernière, et là, il va être débattu maintenant en plénière par le Sénat cette semaine. Et le Sénat a prévu de voter le 27 janvier le texte final, qui lui, à ce moment-là, sera renvoyé vers l'Assemblée. Donc c'est vraiment les semaines de navette. Et en fait, entre le Sénat et l'Assemblée, il y a quand même des approches différentes. Et donc le Sénat essaye, je vois que le Sénat essaye de limiter les excès du texte tel que voté par l'Assemblée. Et l'Assemblée essaye à l'inverse de pousser. Donc il y a ce jeu avec deux orientations quand même politiques assez sensibles, différentes entre Sénat et Assemblée, qui ont pour effet que voilà, le Sénat va revenir un peu sur le texte tel que voté par l'Assemblée, mais à la fin, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Donc vous entendez le dernier mot, à la fin, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot, et l'Assemblée a déjà voté le texte. Donc là, en fait, si je comprends bien, on est dans d'éventuels aménagements. Voilà. Le principe, en fait, de l'euthanasie et du suicide assisté ont été votés par l'Assemblée nationale, et de façon
extrêmement extendu. Ok, alors maintenant, on va comprendre, on monte d'un cran, on essaye de comprendre maintenant ce que dit le texte. Quand on parle d'euthanasie, quand on parle de suicide assisté, quand on parle d'aide active à mourir. La première question, toute simple, je pense qu'il est bon de se poser, c'est qui est éligible selon le texte? Quels sont les critères exacts? Qui peut demander à ce qu'on mette fin à sa vie? Alors, c'est une question qui a été très débattue. Et l'Assemblée nationale a adopté des critères, et chaque mot a son sens. Bon, déjà, il faut être majeur en France. C'est pas le cas dans d'autres pays, mais en France, pour l'instant, en tout cas, il faut être majeur. Ensuite, il faut résider de façon stable en France ou être français. Donc ça, c'est toute personne qui vit en France. Ensuite, il faut être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Alors, grave et incurable, ça ne veut pas du tout dire qu'on va mourir demain. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont une insuffisance rénale ou surrénale ou que sais-je, c'est grave, on ne peut pas le soigner, donc c'est incurable et grave. Donc c'est ça le plan médical. Et il faut que cette affection grave et incurable engage le pronostic vital, ça veut dire que notre vie quand même soit engagée à terme, c'est-à-dire que ce soit mortel en fait, hein, si on ne fait rien pour le soigner. Et en phase avancée. Donc ça veut dire que en phase avancée, ça veut dire que ce n'est pas en phase terminale. Donc le choix du mot phase avancée, ça veut dire que voilà, la personne est déjà bien malade, elle a bien cette affection, mais ça ne veut pas dire du tout que elle va mourir dans les 6 mois ou dans les 3 semaines ou dans les 2 ans. Voilà. Et c'est un processus irréversible, donc comme une affection grave et incurable, avec une aggravation de l'état de santé qui est prévue. Voilà. Mais au plan qui affecte la qualité de vie de la personne. Voilà. Ou qui est en phase terminale. Donc il peut y avoir soit une phase terminale, soit une aggravation qui affecte la qualité de la vie de la personne. Donc ça, c'est les critères pour pouvoir avoir accès au suicide assisté ou à... Est-ce que pour que tout le monde comprenne bien, on peut tout de suite essayer de mettre 2 ou 3 exemples médicaux assez précis? Un diabétique, par exemple, il a bien une affection grave et incurable, sachant que si la personne décide d'arrêter, par exemple, de prendre ses médicaments, eh bien, il est évident que son pronostic vital peut être engagé, même à court terme. Okay. Pareil pour une personne qui a la dialyse, insuffisance rénale, donc une personne qui a le sida, bien sûr une personne qui a un cancer, mais ça couvre en fait énormément de personnes qui vivent en fait avec ce qu'on appelle des maladies graves mais stabilisées. Stabilisées, voilà, mais qui, on sait bien, si on arrête, qui sont réfractaires ou si on arrête les médicaments, eh bien, qui engagent le pronostic vital, qui aussi, bien sûr, ont des conséquences sur la qualité de vie dans ce cas-là. Voilà. Ok, ça c'est la première chose. Je vois que les questions commencent à arriver. On va avoir le temps, vous inquiétez pas, de répondre à beaucoup d'entre elles au fur et à mesure de la soirée, donc je ne les pose pas tout de suite. Quelqu'un me disait déjà, est-ce qu'on peut renoncer à cette loi et comment faire? Je vous rappelle, c'est ce qu'on disait, que la loi a déjà été votée au Parlement. Donc là, on est dans des aménagements. On était sur les critères exacts. Nouvelle question maintenant, toujours pour se rendre compte exactement de ce qu'il y a dans la loi. Qui décide? Quelles sont les étapes? Alors, juste sur les critères, il faut quand même ajouter un point, c'est que quand on parle de souffrance, c'est pas uniquement des maladies physiques, hein, ça peut aussi être des maladies d'ordre psychique. Et donc ça, c'est quand même aussi un élément important dont il faut tenir compte. Alors, sur qui décide, quelles sont les étapes? Oui. Alors, en fait, normalement, c'est le patient lui-même qui décide. Donc la personne qui veut mourir, ou simplement le malade, en fait, on n'est pas forcément un patient, on n'est pas forcément dans un hôpital. La personne qui veut mourir informe un médecin. Et donc un médecin, ça veut dire un seul médecin? Un seul médecin, et pas forcément votre médecin traitant. Ça veut dire que si vous voulez vraiment, vous pouvez chercher un médecin, peut-être qu'il y aura une oreille attentive à votre demande. C'est comme la confession, on finit toujours par trouver le curé qui confesse bien, hein, voilà. ou qui dit ce qu'on a envie d'entendre. Donc c'est un seul médecin, et si jamais je vous entends bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avis contradictoire. En fait, c'est un médecin qui décide seul à la fin. Donc vous devez demander au médecin, ou en tout cas le médecin doit pouvoir, et là c'est plutôt subtil,
c'est plutôt le médecin qui doit pouvoir dire qu'il a entendu de votre part un désir de mourir. Mais cette demande, elle n'est pas nécessairement écrite. Ça veut dire que c'est le médecin qui dit un tel ou une telle a exprimé le désir de mourir. Il n'y a pas de trace écrite. C'est pas nécessaire parce que si la personne n'est pas capable d'écrire parce qu'elle a Parkinson, parce qu'elle n'est pas consciente, parce qu'elle est à moitié inconsciente là, pendant la journée, trop âgée, trop abîmée, il suffit que le médecin interprète l'expression de la volonté de la personne comme voulant mourir. Et dans ce cas-là, le médecin atteste que la personne souhaite mourir. Et dans ce cas-là, il va. Et quand je dis le médecin, c'est pas forcément le médecin traitant. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être un médecin qui fait partie des comités des associations qui promeuvent l'euthanasie. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. C'était déjà censé. Oh, pardon, je suis en train de vous couper la parole, mais en fait. Et donc, ce médecin, son obligation, c'est simplement de consulter. Consulter qui? Un spécialiste de l'affection dont est atteinte la personne. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un dermatologue ou que sais-je, un médecin généraliste qui vient voir quelqu'un qui a le cancer en phase avancée ou même pas forcément en phase extrêmement avancée, il va avoir l'obligation de consulter, lui le généraliste, qui connaît rien, pas grand-chose à l'oncologie, un cancérologue. Consulter. Et l'obligation de consulter une personne qui est dans l'équipe soignante, ça peut être même paramédicale, qui s'occupe de la personne. Donc il y a simplement la seule obligation vraiment qui est prévue d'avoir l'avis de quelqu'un qui s'occupe de la personne, qui n'est pas forcément médecin. Les deux autres ne sont pas, les deux médecins dont on a besoin de participation, ne sont pas nécessairement ceux qui s'occupent au quotidien du patient. Il faut juste l'avis d'une personne, aide-soignante, infirmière, qui s'occupe au quotidien dans le service de la personne. Et ces deux avis, donc qui s'ajoutent à ceux du médecin, ne sont que consultatifs. Ça veut dire qu'à la fin, c'est quand même le médecin qui décide seul. Alors, qui décide seul, et alors pour aller, parce que moi j'ai déjà énormément de questions, parce qu'en fait, j'avais pas réalisé tout ça. Le médecin. Alors, est-ce que c'est lui qui fait l'acte? Et c'est lui qui fait l'acte. Donc c'est la même personne qui décide? Oui, c'est la même personne qui décide. Et la consultation avec le spécialiste peut se faire online. Non, mais il n'y a rien qui va. Ça veut dire qu'il n'est même pas nécessaire que le spécialiste examine le patient. C'est juste, cher confrère, donnez-moi votre avis. J'ai là le cas d'une personne, machin truc. Qu'en pensez-vous? Oui, elle est pour. Et en fait, sachant qu'il y a des pools, des équipes déjà de médecins qui entourent les associations qui promeuvent l'euthanasie. Et donc, il suffit d'avoir un truc en ligne. Ah bah oui. Et de dire, est-ce que tu es d'accord, mon cher ami? Ah oui, ils ont déjà leur carnet d'adresse. Hein. Voilà. Ah bah oui, ils se connaissent. Et donc, ensuite, le médecin retourne voir la personne qui aurait exprimé le désir de mourir et dit, je vous annonce que votre demande a été jugée légitime et je valide votre demande. Maintenant, monsieur ou madame, vous avez l'obligation, n'est-ce pas, de prendre un temps de réflexion minimal de 2 jours. Il n'y a rien qui va. 2 jours. Ça veut dire que la dame ou le monsieur peut demander le lundi. Oh la vache. Le médecin, il peut faire vite sa réunion en Zoom avec ses collègues. Il revient voir le même jour la personne et dit non, 2 jours. Il est quoi? Lundi 16h, bah, rendez-vous mercredi 16h. Donc, que je résume. Alors après, donc ça veut dire que la décision n'est pas collégiale. Consultation, pas collégiale. Oui, donc c'est un médecin unique qu'on peut choisir qui décide. Oui. Qu'on peut choisir, qui décide. Ouais. C'est lui le même qui fait l'acte, l'injection. Ouais. Et entre les deux, il y a 2 jours. Donc en fait, il n'y a aucun garde-fou là-dedans. Et sachant que il n'y a pas obligation de prévenir les proches du patient. Oui, alors, oui. Donc, il y a même en fait interdiction de prévenir les proches. En fait, on ne doit prévenir que les personnes que le patient demanderait à contacter. Donc, le patient décide si on contacte ou non des membres de sa famille. Et s'il ne demande rien, ben on ne contacte personne. Et donc, tout ça, parce que évidemment, là, vous n'avez pas cité la loi, etc., mais donc tout ça,
C'est pas vous qui l'inventez, Non, c'est dans la loi. c'est dans la proposition de loi telle qu'adoptée au mois de mai dernier Ah, par la vache. l'Assemblée. Donc, est-ce que quand même on peut faire des directives anticipées avant auxquelles on est tenu? Alors ça, non, le texte, on peut faire des directives anticipées, mais ces directives ne suffisent pas. Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est qu'en fait, souvent, on peut changer d'avis entre le jour où on Oui. fait des directives anticipées et le jour où on est vraiment malade. Et donc, considérant cette possibilité de changer d'avis, le législateur a eu raison de dire non, non, ces directives ne suffisent pas. On ne peut pas se baser sur l'avis d'il y a 10 ans en faveur de l'euthanasie pour imposer 10 ans plus tard l'euthanasie. Donc, il faut répéter, renouveler sa demande. Voilà. Donc, avis minimum de 2 jours, ça veut dire qu'en fait, l'euthanasie peut vraiment être expéditive. La famille il n'y a pas d'obligation d'informer la famille. Et même si la famille était informée, la famille, dans le texte, n'est pas autorisée à contester en justice Ah bah voilà. la C'était décision du médecin. c'était mon autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut contester la décision du médecin? Alors, pour l'instant, selon le texte, seule la personne qui demande l'euthanasie peut contester la décision du médecin, à savoir la décision de refus d'accorder l'euthanasie. Ah, on peut contester le refus de donner l'euthanasie, mais on peut Ouais. pas contester le... Dans le patient qui demande l'euthanasie, il ne va pas contester l'autorisation, d'accord? Non mais par exemple, moi je sais pas, il pourrait y avoir un autre médecin qui dit mais Non, là, ce qui vient de se non, passer, c'est un non, scandale, non, on non, n'euthanasie pas pour ça, non, et je non, conteste ce qui vient de se passer, quoi. non, non. La loi ne le permet pas, et sachant que ça, c'est clairement contraire aux principes généraux du droit qui sont qu'on doit pouvoir agir en justice et contester. Bah Donc, oui. sur ce point-là, la loi est contraire aux principes généraux du droit qui prévoient et qui garantissent le droit au recours dès lors qu'on a un intérêt légitime. Ça, c'est en droit français, en droit de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un principe général. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que là, ils essayent de contourner. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas recommencer une affaire Lambert avec des recours en justice pendant X temps. C'est quand même voilà, ce genre de situation qu'ils veulent éviter. Ils veulent éviter que la famille se divise, que la famille fasse des recours. Et donc, ils mettent tout le pouvoir dans les mains du médecin. Et le seul contrôle qui est prévu, c'est après la mort. Et c'est quoi comme contrôle? Une commission qui est prévue, et comme sur le modèle de ce qui se passe en Belgique et aux Pays-Bas, c'est une commission de médecins et d'usagers, d'associations intéressés par la question de l'euthanasie, qui regardent le dossier qui leur est transmis et qui regardent si, oui ou non, apparemment, les conditions étaient respectées. Mais c'est a posteriori. Il y a un tel mécanisme de contrôle en Belgique. À ma connaissance, il n'y a eu qu'une seule sanction. Sur les milliers d'euthanasies pratiquées en Belgique, qu'une seule fois, un cas a été renvoyé chez le juge. Tous les autres cas ont été validés. Ensuite, en Belgique, la commission de contrôle de validité des euthanasies, donc qui se fait a priori, souvent elle n'est pas informée, parce que souvent le médecin ne communique pas l'information au contrôle, il le fait, mais il ne déclare pas. Et lorsqu'il déclare, c'est envoyé. Il faut savoir que la composition de cette commission en Belgique, c'est pour moitié des médecins qui pratiquent eux-mêmes l'euthanasie, des membres d'associations militantes de l'euthanasie. Et donc en fait, c'est un entre-soi complet. Oui, oui. C'est les mêmes qui font et qui valident. Alors, Voilà. évidemment, j'avais prévu une belle trame, mais au fur et à mesure que vous parlez, je suis en train d'ouvrir des grands yeux et les questions arrivent. Moi, je reviens quand même sur cette trace écrite ou pas. Je comprends que quand la personne est un peu comateuse ou qu'elle peut plus écrire, ou bon, ok, on lui demande pas de trace écrite. Mais si jamais j'ai quelqu'un qui peut écrire et qui est conscient, est-ce qu'on lui demande d'avoir une trace écrite? Oui. Donc ça, Oui, ça fait... on demande en principe, donc c'est une trace écrite en principe, sauf si c'est pas possible. D'accord, mais on n'est pas tenu d'en avoir une. Non, bah, si on prétend que c'est pas possible, on n'est pas tenu. D'accord. 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 Donc ça veut dire, je vais jusqu'au bout de l'aspect un peu glauque. On a dit qu'il n'y avait pas de recours possible. On a dit qu'il n'y avait pas d'avis contradictoire avant. On a dit que si jamais je tombe sur un médecin véreux qui décide que de toute façon il faut que j'y passe. Bah, c'est assez facile. Parce Ah qu'en oui. fait, il peut prétendre, mais il y aura quand même ce contrôle a posteriori, mais il peut prétendre, il faut quand même que ce médecin puisse avoir 2 autres personnes euh, qui vont donner leur avis consultatif, qui vont comme être informés du cas, Oui.
et qui vont partager avec lui quand même l'information et qui pourraient éventuellement le dénoncer ensuite. Donc le fait de devoir informer, en parler avec un médecin et une infirmière ou un aide-soignant fait qu'il ne peut pas tout faire dans le secret. Mais c'est lui qui choisit les membres les personnes qu'il consulte. Donc oui, il y a peu. Il y a un véritable risque. Ouais. Et en plus, c'est expéditif. D'autant plus, vous imaginez bien, dans les personnes qui sont âgées, une vieillesse difficile, ça peut aller très vite. Alors, on est passé maintenant, on est 1300. Donc, il y a beaucoup de personnes nouvelles qui me demandent qui est l'intervenant. Donc, l'intervenant que j'avais présenté au début, les petits bichons, il faut arriver à l'heure. Hein. Grégor Pupink, qui Bravo. est président de l'ECLJ. L'ECLJ, pour la faire simple, est un organisme de juristes. Grégor est juriste. Tout ce qui est spécialisé dans les questions de dignité de l'homme et de la défense des chrétiens. Et ce sont des gens très bien, c'est bête de le dire comme ça, mais c'est pour vous dire que c'est sérieux. C'est sérieux. Grégor connaît le terrain du droit et c'est exactement ce dont il parle. On était dans les dingueries de ce texte. On va aller tout de suite dans une autre dinguerie, moi, que j'avais vue en lisant vos articles. C'était la question de la clause de conscience. Ah, Voilà. Est-ce qu'il y a une clause de conscience dans ce texte? ok. Alors, il y en a pour les médecins, à titre individuel. Ça veut dire que le texte prévoit la possibilité pour les médecins de ne pas pratiquer l'euthanasie, mais les oblige à identifier un autre médecin qui accepte de le faire. Ça veut dire que, sur le principe, il y a une clause, mais qui est limitée, parce qu'il y a quand même une obligation en fait, de participer à l'euthanasie en disant bah, écoute, moi je ne le fais pas, cher monsieur, je ne ferai pas votre euthanasie, mais par contre, l'obligation de désigner un autre qui le fera. Donc c'est quand même une atteinte à la liberté de conscience, parce que c'est une coopération, quand même. On participe de façon quand même très proche. Et ça veut dire qu'en gros, on n'a pas le droit de dire je suis désolé, je le ferai pas pour des raisons personnelles. On est obligé d'aller tout de suite plus loin. Oui. Et de donner. Donc ça, c'est valable pour le médecin. Je crois que c'était aussi valable pour le pharmacien. Non, je sais pas si d'ailleurs. Alors, le pharmacien, selon l'Assemblée nationale, c'est pire, c'est que lui, il n'a aucune clause de conscience dans le texte. Et donc le pharmacien, il serait obligé de préparer le poison et de le délivrer au médecin. Il aurait l'obligation de le faire, selon le texte. Alors c'est un vrai problème, parce que je reprends ça parce que moi, concrètement, j'ai ma nièce qui est en train de faire des études de pharmacie. Ouais. Ça veut dire que si jamais quelqu'un, ça veut dire que non seulement elle est obligée de vendre le poison, mais en plus, si jamais on lui demande de fabriquer le poison, elle a l'obligation de le faire. Elle est obligée de le faire. On lui dira, écoute, voilà, c'est pour un homme qui pèse 85 kilos, etc. Il faut faire un poison en conséquence. C'est pas la même chose selon le poids de la personne. Ouais. Donc elle saura l'âge, tout. Alors c'est pour un tel. Et elle devra faire le poison pour un tel. Et si elle le fait pas, eh bien, pareil, elle pourra être sanctionnée pour manquement professionnel, etc. Et ça, c'est très grave. Aujourd'hui, n'importe quel pharmacien qui fabrique un poison et qui le vend, en fait, il va en prison. C'est un crime. Ouais. D'accord? Donc, en fait, on leur demande, on crée, aujourd'hui, c'est un crime, demain, ce serait un devoir. Donc, en fait, on voit le renversement complet. On est en train de renverser. Le pharmacien commence son métier, il fait le serment, il promet de ne pas utiliser son art pour tuer, et demain on lui dira non, finalement ça a changé, maintenant vous avez l'obligation de le faire, et si vous ne faites pas, vous serez sanctionné. Et alors ça, c'était pour le pharmacien, et puis vous disiez qu'il y avait aussi les établissements. Par exemple, est-ce qu'une clinique privée catholique peut dire chez nous on ne fera pas d'euthanasie? Non. En l'état, c'est dramatique, c'est non. Ça veut dire que le texte, tel que voté par l'Assemblée nationale, oblige tout établissement, public comme privé, même privé non financé par l'État. Pas seulement les hôpitaux, mais aussi les maisons de retraite, les EHPAD, mais aussi les centres d'accueil pour personnes en difficulté. Tous ces établissements médico-sociaux ont l'obligation, tel avec le texte voté par l'Assemblée, d'accueillir en leur sein la pratique de l'euthanasie. Et s'ils ne le font pas,
S'ils ne le font pas, ils s'exposent, là encore une fois, à des sanctions civiles, et puis aussi des sanctions pénales, parce qu'il existe dans le texte de l'Assemblée un délit nouveau qui s'appelle le délit d'entrave. Le délit d'entrave, qu'est-ce que c'est? C'est un délit pénal qui condamne à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende toute personne qui, d'une manière ou d'une autre, entraverait la pratique de l'euthanasie ou du suicide assisté. Et donc évidemment, si vous avez des religieuses qui tiennent une maison de retraite, comme il y en a beaucoup, qui s'occupent depuis des années de personnes âgées, elles vont vouloir protéger ces personnes âgées contre l'euthanasie. Elles ne laisseront pas entrer dans leur établissement ces fameux médecins identifiés dans les associations. Ouais. Et si elles font ça, si elles refusent de laisser entrer ces médecins pour protéger leurs patients, leurs résidents, elles peuvent être poursuivies à 2 ans de prison. Elles peuvent être poursuivies et condamnées à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Plus encore, et c'est là où on voit c'est vraiment pernicieux, c'est que le texte de l'Assemblée a prévu de donner aux associations militantes pour l'euthanasie le pouvoir d'initier les poursuites judiciaires. Ça veut dire, le texte dit que n'importe quelle association qui a dans son objet la défense de l'euthanasie pourra initier les poursuites judiciaires contre les personnes qui feraient entrave à l'euthanasie. Mais les personnes, ce n'est pas que les religieuses qui dirigent l'établissement, c'est aussi vous, si vous voulez Bah oui. essayer de convaincre votre oncle, votre tante, un proche, votre conjoint, de ne pas avoir recours au suicide assisté ou de ne pas être euthanasié, mourir. Et donc, n'importe quelle personne qui, d'une manière ou d'une autre, selon le texte, fait pression psychologique pour convaincre de ne pas recourir, on imagine en fait qu'on porte atteinte à sa liberté. On dit non, là, monsieur, vous portez atteinte à sa liberté, ou madame, ou ça, c'est une atteinte au droit. Je vais être très égoïste, mais ça veut dire que si jamais je fais des vidéos pour dire que c'est pas possible l'euthanasie, qu'il faut qu'on trouve une solution, mais qu'on peut pas vous laisser, je peux être passible, je peux être que si vous visez une personne en particulier. Que si jamais on vise une personne en particulier. Pour que tout le monde comprenne bien, le fait que des associations puissent initier des procédures, enfin là, vous virez dans l'inquisition populaire. C'est fait pour. Oui. C'est là, ça fait penser au régime communiste où vous aviez des dénonciations et puis des associations qui allaient sillonner les campagnes pour retrouver les affreux contre-révolutionnaires, quoi. Et en plus, un point, la principale association qui promeut l'euthanasie en France, elle a pas mal de militants et elle a demandé à ses militants d'intégrer les conseils représentatifs des usagers des établissements, y compris des établissements privés catholiques. Ah, donc ils sont en train d'infiltrer... Ils sont déjà dans les conseils d'administration, dans les conseils de représentants d'usagers. Et donc, oui. Ouais, ils sont quand même, on pourra dire ce qu'on veut, mais eux, ils ont quand même une stratégie, ils sont quand même sacrément balèzes. Hein. Et ils disent déjà qu'ils ont des poules, des équipes de médecins et des équipes de juristes aussi. Ouais, ils sont attaqués. Ouais. Ça veut dire que si chez les petites sœurs des pauvres, vous avez un résident qui demande l'euthanasie et qu'on lui dit non, on fait pas ça chez nous, eh bien vous avez tout de suite l'équipe qui est prête pour... Et puis ils ont déjà leur liste, hein. Ça c'est clair et net qu'ils ont déjà leur liste et on sait déjà. Donc concrètement, ce qui est en jeu aussi avec l'euthanasie, hein, là vous entendez, c'est aussi la possibilité d'avoir encore ou pas des cliniques privées catholiques en France. Hein. Parce que ça était déjà compliqué sur les questions du début de la vie, ça va le devenir sur la fin de vie. Donc ça va être très compliqué. J'avais une question moi sur tout ça. J'en ai plein d'autres. Oui, par rapport aux autres pays. Est-ce que les autres pays ont commencé aussi fort dans leur législation ou est-ce que nous, on a déjà mis la barre très haut par rapport à tout ce qui se passe à côté? Nous, on a déjà mis la barre très haut parce qu'on inclut déjà les souffrances d'ordre psychologique. Dans d'autres pays, c'est venu en second temps. Ensuite, chez nous, par exemple, la question du délai, 2 jours. C'est pas un délai. C'est rien. Dans d'autres pays, c'est 1 mois, c'est 3 mois. Là, vraiment, c'est complètement expéditif. L'impossibilité de contester en justice, pareil, c'est que français. Le délit d'entrave, nulle part ailleurs, ça n'existe. Nulle part ailleurs, nulle part, même nulle part, dans aucun texte, on a prévu l'obligation de pratiquer l'euthanasie. On a prévu la possibilité d'avoir recours, mais on n'a pas affirmé qu'il y avait une obligation.
Et Est-ce donc, dans d'autres pays, les établissements confessionnels n'ont pas cette obligation. est-ce que ça, euh, j'ai compris que l'euthanasie, avec le vote du Parlement, était acquis. Est-ce que toutes ces dingueries là qu'on est en train de dire, est-ce qu'on peut espérer que le Sénat les amende ou les tire vers le bas? Alors, j'ai accompagné 3 religieux cette semaine, de 3 congrégations hospitalières au Sénat, pour rencontrer des sénateurs, dans le but de les informer, de les alerter là-dessus. Ils n'étaient pas bien au courant de toutes ces implications. Et donc, ils étaient étonnés. On a eu un bon accueil de pas mal de sénateurs de groupes politiques différents, et des amendements ont été déposés. Alors, ensuite, la presse a commencé un peu à en parler. Donc, le sujet sort, mais le sujet sort extrêmement tardivement. Voilà, donc oui, l'amendement sera déposé, l'amendement sera voté mardi ou mercredi cette semaine par le Sénat. Et on verra le résultat. Ensuite, s'il est adopté au Sénat, le texte, ensuite tel que voté finalement le 27 janvier prochain dans sa version finale du Sénat, sera renvoyé à l'Assemblée. Et là, l'Assemblée va réouvrir le texte. Et à l'Assemblée, il y a une pression extrêmement forte contre la reconnaissance de la liberté des établissements de ne pas pratiquer Mais l'euthanasie. c'est constitutionnel ça ou pas de pouvoir enlever la clause de conscience? À la fin, c'est le Conseil constitutionnel qui décide, mais disons que le Conseil reconnaît la liberté de conscience. Lorsqu'il y avait les différentes lois sur l'avortement, il avait validé la loi en tenant compte notamment de la clause de conscience. Mais il a quand même dit que la clause de conscience n'avait pas de dimension. Alors là, c'est vraiment la technique, hein. Il a dit que la clause de conscience n'avait pas de dimension vraiment collective dans une décision, je crois que c'était en 2001. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que il existe un principe en droit qui a été intégré dans le droit français, qui s'appelle le principe d'autonomie des organisations fondées sur une éthique. Ce principe, il garantit à vous aussi, en tant que dominicain par exemple, la liberté de pouvoir fonctionner votre organisation dans le respect de vos convictions. D'accord. Et ça, c'est un droit qui est garanti d'abord par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, principe d'autonomie, et qui a été reconnu et intégré dans le droit français, en particulier par la Cour de cassation l'année dernière, opportunément. Et donc, oui, il existe bien en droit une garantie pour les établissements confessionnels pour fonctionner dans le respect de leurs principes. Garantie que piétine actuellement le législateur français dans ces débats. Et voilà. Donc toute la question est là, c'est de lui faire comprendre qu'il y a bien cette obligation et qu'ils la respectent. Mais pour l'instant, ils ne veulent pas la respecter. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent imposer leur idée que c'est une liberté absolue, parce qu'ils méprisent quand même largement ceux qui refuseraient de la mettre en œuvre, et aussi parce que dans certains pays, et je pense que la France en fait partie, l'euthanasie, c'est le cas en Belgique et au Canada, est utilisée comme une arme contre les établissements confessionnels, pour les obliger à se renier eux-mêmes ou à disparaître. Oui, donc là, c'est à deux bandes. On continue sur un autre thème. Vous avez parlé des maladies psychiques qui sont éligibles, si jamais je puis dire, aux critères pour l'euthanasie. Maladie psychique, concrètement, grave dépression, c'est considéré comme une maladie psychique? C'est ça, exactement. Dépression chronique, provoquant des souffrances, voilà. Maladie mentale, bipolarité? Alors ensuite, ce sera au cas par cas, hein, ce sera la pratique qui pourra le dire. Et puis chaque cas sera... mais effectivement, c'est... là, je peux pas donner de réponse affirmative et précise, mais en tout cas, le champ peut être très large, et on voit que le champ aussi s'élargit. Si on compare avec ce qui s'est passé dans d'autres pays, vous avez eu des cas extrêmes d'euthanasie de personnes jeunes pour des causes d'ordre psychique. Et là, je dirais, il suffit parfois de trouver un médecin qui le veuille bien pour que la procédure puisse s'enclencher si les circonstances le permettent. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que la porte est large. La porte est large et les garanties sont très, très faibles. Et donc ensuite, tout est question de concours de circonstances. On continue sur les questions. Alors j'avais prévu évidemment toute une belle trame, etc. Mais en fait, c'est tellement gros ce qui est en train de se passer que ça se passe presque de commentaires. Une question importante quand même. Dans les pays étrangers, généralement,
ça évolue comment ce genre de loi avec le temps? Est-ce que ça reste limité ou... Ouais. Alors, en fait, il faut bien comprendre, cher frère, que le but de cette loi, c'est pas seulement de répondre aux souffrances des personnes en fin de vie. Le but de cette loi, c'est surtout et avant tout, pour ses promoteurs, de changer notre rapport à la mort. Oui, c'est une vision philosophique derrière, Une quoi. vision philosophique. C'est l'idée que aujourd'hui, voyez-vous, euh, on veut étendre la liberté le plus possible. Et donc, ils disent, et pour eux, la dignité de l'homme, c'est d'être libre. Donc, pour eux, c'est une conquête de la dignité Ouais. de pouvoir décider de sa mort. Donc, le but, c'est de changer notre rapport à la mort. C'est que la mort ne soit plus un événement qui nous soit imposé, mais un événement qu'on choisit et qu'on décide. Ça, c'est l'un des aspects. Donc, le but, en fait, de cette philosophie, de cette loi, c'est de changer notre philosophie, et finalement, à terme, que ça rentre dans les mœurs. Et ça rentre dans les mœurs dans les pays où c'est voté. J'étais à Luxembourg récemment, parlais avec une dame qui travaille dans un hôpital, elle disait non, mais au Luxembourg, c'est rentré dans les mœurs. En Belgique aussi, très largement. Donc il y a ce changement du rapport à la mort, voilà, c'est normal, c'est rationnel, c'est même raisonnable que de prévoir, organiser non seulement ses funérailles, mais aussi le jour, l'heure du jour Ouais, venu. ça veut dire qu'en fait, cette loi engendre un Oui, nouveau rapport à la mort. c'est ça le Euh, but. La euh, loi engendre un nouveau rapport à la mort, et de là découle une autre idée de la dignité humaine, comme étant l'homme étant plus digne parce que maître de sa vie, ouais. complètement en étant maître de sa mort. Et c'est ça le but. Alors les conséquences, évidemment, pour eux, ce principe-là, ensuite, il faut l'étendre. Pour les promoteurs de l'euthanasie, j'ai beaucoup étudié dans une brochure là, qui est accessible sur le site de l'ECLJ, eh bien l'idéal, c'est surtout le suicide, en fait. Pour eux, Hmm. l'idéal, c'est le suicide parce que le suicide, comme ils disent, hein, c'est l'expression suprême pour eux de la liberté. C'est la seule façon, comme ils disent, de mourir vivant. Et donc, à tel point d'ailleurs que cette association a eu beaucoup de mal au départ parce que la plupart de ces cadres se suicidaient les uns après les autres et qu'ils disaient vite, il faut qu'on recrute des jeunes parce qu'ils se suicidaient tous les uns après les autres. Et c'est terrible. Mais donc, pour eux, c'est l'idéal un peu à la romaine, vous voyez, de la mort volontaire à la romaine. Oui, Euh, et oui. en disant, voilà. Et donc, et par contre, l'euthanasie, c'est pour quand il est trop tard. Et c'est aussi pour cette idée que finalement, en euthanasiant, on va respecter la dignité humaine qui est défigurée Par la souffrance. dans le visage ou l'incapacité, cette âme enfermée dans un corps, quoi. Oui, Et alors, vous sentez que sur toutes ces questions-là, hein, c'est tellement gros que d'une certaine manière, il n'y a même pas besoin de discuter de la philosophie, mais je vous revois vers la très belle encyclique qu'avait fait le pape François sur la dignité, qu'il y a une dignité de l'homme créé à l'image de Dieu qui est inadmissible, qu'on ne peut pas enlever, même malgré les souffrances. Là, on est plutôt en train de regarder les questions juridiques. Moi, il y a quand même une autre question importante pour moi qui est les soins palliatifs. Alors après, j'ai plein d'autres questions, on va pas avoir le temps de tout faire, mais je pense à mon père qui avait eu un cancer de la moelle osseuse et qui était un petit peu, enfin, qui avait pété un câble de douleur, quoi. Il est devenu fou à la fin de sa vie parce que la morphine faisait plus effet. On a eu la chance d'avoir des soins palliatifs qui étaient à la maison. Ma question, alors, il est admis que les soins palliatifs en France sont largement insuffisants. Moi, j'avais entendu qu'il y avait une personne sur deux qui pouvait avoir des soins palliatifs dignes de ce nom, sur la demande, quoi. Deux personnes qui le demandaient, il y en a une seule qui le recevait. Est-ce que la loi qui va arriver s'accompagne d'un nouvel effort sur les soins palliatifs ou ça va être encore pire? alors, là, c'est pareil, il faut voir quelle est la réalité entre ce qui est annoncé, entre ce qui sera mis en œuvre. Officiellement, la France est engagée dans les soins palliatifs depuis déjà longtemps. En pratique, c'est très insuffisant. Il y a encore de nombreux départements en France où il n'y a pas du tout de soins palliatifs. Oui. Donc une vingtaine de départements. Et il y a effectivement 47%, un peu moins de 50% des lits prévus qui sont réellement disponibles. Donc il y a une insuffisance des soins palliatifs en France. Il faut bien savoir une chose, c'est que ça coûte très cher, Ah bah quand oui. même. Oui, oui. La fin de vie coûte cher. Oui. Donc la dimension, voilà, la société est vieillissante. Donc si vraiment on voulait faire tout soin palliatif, en fait, ça serait une explosion du coût de la fin de vie pour la population française.
Et, euh, et donc, dans l'expérience que l'on peut avoir d'autres pays, comme le Canada, lorsque l'euthanasie ou le suicide assisté sont légalisés, les soins palliatifs régressent. Parce Ah, qu'évidemment, évidemment, l'euthanasie, c'est beaucoup plus efficace, on va dire. Et dès lors que vous avez une conception absurde de la vie, pourquoi s'acharner? Et donc, ouais. d'une certaine manière, l'euthanasie peut paraître plus rationnelle, parce que gratuite, quasiment gratuite, faisant faire d'énormes économies, et puis achevant une vie que, du point de vue matérialiste et athée, n'a plus de raison d'être, quoi. Moi, ce que j'entends aussi, hein, c'est qu'en fait, on voudrait faire des soins palliatifs, si jamais je vous entends bien, c'est qu'on n'aurait pas les moyens. Donc ça interroge aussi plus largement Oui, sur la démographie française et le choix de vie qu'on fait c'est ça. d'avoir des remplacements, des renouvellements de génération insuffisants, quoi. Donc c'est ça aussi, Ça. il faut aller jusque-là, hein, Ouais. parce Bon, que c'est parfois un peu facile de la part, je dis ça pour, je fais mon curé 2 secondes, mais c'est parfois un peu facile de la part des catholiques de râler en disant il faudrait qu'on ait des soins palliatifs, etc. Mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement, et pour aller jusqu'au bout du raisonnement, ça veut dire pouvoir avoir des personnes qui payent les retraites, pouvoir avoir des personnes qui payent les soins palliatifs, etc. ouais, c'est ça. Et alors, moi, mon point de vue, c'est que, enfin, mon intuition, c'est que euh, les soins palliatifs vont rester un peu en marge. Et c'est pour les personnes qui auront soit de la chance, Oui. soit qui auront les moyens de prévoir. Ouais. Mais que, en fait, du point de vue euh, des promoteurs de l'euthanasie, en fait, les soins palliatifs n'ont pas de raison d'être. Il faut se souvenir, les soins palliatifs, pour les auditeurs, quand même, c'est intéressant, ça résulte de Pie XII. Vous savez, c'est le Ah, je savais pape Pie pas. XII, dans les années 50. On lui avait posé la question sur le double effet. Est-ce que c'est possible ou non de donner de la morphine à quelqu'un pour alléger la souffrance, même si on sait que par ailleurs, ça pourrait avoir pour effet Ouais, d'accélérer ouais. la mort. Bon, et donc Pie XII avait dit oui, on peut le faire. Mais par contre, on ne peut pas tuer dans le but de Hmm. tuer. Voilà. C'était très clair. Et c'est cet enseignement, en 57, qui a fondé les soins palliatifs. Il a changé, grâce à cela, l'approche de la fin de vie. Et c'est là Ouais, qu'on ouais. commençait les soins palliatifs. Et à cette époque, les promoteurs de l'euthanasie étaient très divisés. Certains ont dit bah, c'est formidable, on n'a plus besoin de Ouais, militer pour ouais, ouais. l'euthanasie, Parce que parce ça que pose des bah, vraies questions de rapport à la souffrance, gestion de la souffrance, hein. voilà, on gère la souffrance. Ouais. Et d'autres, en revanche, ont dit non, 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 il faut absolument qu'on s'oppose aux soins palliatifs, parce qu'ils sont en train de scier notre branche. Ils sont en train de. Ouais, ouais, Voilà. Et donc, il y a eu, dans les mouvements pour l'euthanasie, cette division entre pour les soins palliatifs et contre les soins palliatifs, parce que pour certains, ouais. Ouais. l'euthanasie est bien mieux que C'était une le mauvaise prélèvement. nouvelle. Voilà. Ouais. Alors, je vous pose quelques questions qui nous viennent de la part du chat. Est-ce qu'il faudra payer pour l'euthanasie et si oui, combien ça coûtera? Alors non, il faut pas payer, c'est remboursé par la sécurité sociale. C'est prévu que ce soit remboursé comme acte. J'ai pas le tarif de la tarification de l'acte, mais non, ce sera gratuit et c'est très peu cher, on va dire une piqûre évidemment, par rapport aux frais de l'hospitalisation. Deuxième question, dans les pays, est-ce qu'il peut y avoir des prélèvements d'organes sur les personnes qui font un suicide assisté? Oui, c'est une vraie question. Ah bon, c'est Donc, une vraie question. Moi, j'étais persuadé que c'était uniquement si jamais la personne était d'accord. c'est une vraie question. J'ai pas le détail de la réponse là-dessus, mais j'en ai parlé encore une fois récemment avec des personnes de Luxembourg ou ailleurs, et ça se pratique qu'il y ait des prélèvements d'organes dans ce cas, même après euthanasie, ou bien sûr. Donc c'est un élément important qui mérite d'être creusé, que j'ai pas suffisamment moi-même creusé, mais qui est réel en tout cas, et j'ai eu des remontées là-dessus dans d'autres pays. Si un prêtre en confession déconseille à son paroissien de recourir à l'euthanasie, est-ce qu'il peut être dénoncé par son paroissien? Il y a encore le respect en France du secret de la confession. Oui, mais si jamais le paroissien, moi par exemple, Ouais. j'ai pas le droit de le dire, mais si jamais le paroissien dit, bah ouais, mais le frère Paul Adrien en confession, il m'a déconseillé de le faire. Normalement, tout ce qui est dit en confession, je pense, est encore protégeable, mais ça se passera devant le juge. Mais ça se passera devant le juge. En tout cas, vous entendez que si jamais je disais en entretien spirituel, ce sera un peu plus compliqué. Donc, on a parlé des établissements catholiques qui ne veulent pas pratiquer. La réponse est pour l'instant, on ne sait pas.
ou plutôt on sait que ce sera compliqué, c'est ce qu'on a dit. Pour l'instant, elles n'ont pas les cas. La loi ne prévoit pas qu'elles puissent s'opposer à ce qu'il y ait des pratiques d'euthanasie dans leur établissement. Qu'en pensent les médecins? Est-ce que les médecins, il y a une majorité des médecins qui sont pour parce que c'est quand même eux qui sont spécialistes de toutes ces questions. Moi, j'y comprends rien. Il faut déjà qu'on m'explique la morphine, comment ça marche, etc. Est-ce qu'il y a un avis en majoritaire des médecins là-dessus? Alors, les pharmaciens, par exemple, ont commencé à se mobiliser. Les pharmaciens, au départ, étaient assez silencieux et les pharmaciens commencent à se mobiliser, à demander une clause de conscience. Ah oui. Les médecins, il y a la Société de soins palliatifs qui clairement est contre l'euthanasie et qui a bien compris les enjeux. Ensuite, les médecins, c'est quand même... Non, je n'ai pas connaissance, moi, de mouvements organisés, on va dire, très puissants d'opposition. Même si ils ont bien le serment d'Hippocrate, même si il y a de nombreuses déclarations déontologiques de médecins qui s'opposent à l'euthanasie, mais il y a quand même un fléchissement depuis quelques décennies. Et là, il n'y a pas de... Je vois pas d'opposition formée. Évidemment, il y a des médecins qui nous contactent et qui sont très inquiets, mais j'ai pas vu de front vraiment uni contre. On en a déjà traité, mais comme c'est une question qui revient souvent, je la repose parce que ça mérite d'être clair. Je suis infirmière, je me pose la question par rapport à ma foi, ai-je le droit d'injecter de tels produits même si jamais je suis en désaccord? Alors, d'un point de vue chrétien, normalement, vous n'avez pas le droit d'injecter le produit. Maintenant, je vais redonner la parole à Grégor. On en a déjà parlé, mais je le redis parce que ça me paraît quelque chose qui est très clair. Est-ce qu'une infirmière a le droit de refuser d'injecter les produits? Oui. Par contre, c'est ce que vous disiez, elle a le devoir d'indiquer quelqu'un d'autre. C'est ça, le médecin a le devoir d'indiquer quelqu'un d'autre, oui. Les maladies psychiques sont concernées, on a déjà pris quelques exemples, mais je le redis, à partir du moment où une grave dépression est éligible à l'euthanasie, ça veut dire que là, il y a pas mal de choses en termes de maladies psychiques qui vont être autorisées, c'est ce que Grégor nous disait. Après, il y a des consultations au cas par cas, mais alors que dans les autres pays, c'était d'abord sur des souffrances physiques, là, voilà. Dès le début en France, on ouvre aux souffrances psychiques. C'est ça, et dès le début en France, on ouvre sur des souffrances qui ne sont pas en phase nécessairement terminale. Oui, c'est ce que vous disiez, ça, sur même des maladies stabilisées, voilà, avec lesquelles on pourrait vivre sans trop de souffrance. Voilà. Mais si jamais elles sont graves, on peut décider que c'est une qualité de vie qui n'est pas suffisante et on peut demander à mourir. Vous preniez l'exemple du diabète. On décide d'arrêter les traitements et puis c'est voilà. Alors, nouvelle. Oh là là là, c'est quand même hallucinant. S'il y a une question, c'est que c'est cuit. Enfin, je vais le dire de manière très simple. Hein. Il y a des manifestations qui sont prévues. Il y a quoi comme recours? C'est cuit cette affaire ou pas? Écoutez, pour l'instant, on a été sauvé par les dissolutions et les renversements de gouvernement. Donc déjà 2 fois. Donc on verra ce qui va se passer. Est-ce que c'est cuit? Non, c'est pas cuit, mais quand même c'est mal avancé et il y a un vrai problème de conscience, il y a un problème de formation. Les gens ne sont pas conscients des enjeux et il y a une pression énorme. Pour vous dire la vérité, j'ai discuté avec des parlementaires, j'ai discuté aussi avec des hauts fonctionnaires qui ont travaillé sur le texte dans les ministères. Jamais ils n'ont eu autant de pression pour faire passer un texte. Alors pression, est-ce qu'on peut être un peu plus précis? Pression hiérarchique dans l'administration pour faire avancer le texte. Pression sur le calendrier de l'Assemblée. Les parlementaires ne comprennent pas pourquoi il faudrait absolument maintenant voter ce texte alors qu'il y a plein d'autres sujets qui sont plus importants. Ah oui. Et pourquoi aller aussi vite? Pourquoi bâcler le travail? Au Sénat, le travail en commission a pris 4 heures seulement. Oui, 4 heures. Donc, pour vous dire, non, mais ça va à toute vitesse. Ils ont inscrit ça au calendrier en toute urgence maintenant. Ils veulent que ça passe maintenant au Sénat, voté le 27 janvier, et que dès le mois prochain, dès février, paf, ça soit aussi examiné et voté à l'Assemblée nationale. Ils veulent le faire avant l'été. Et donc là, il y a un acharnement à faire passer ce texte. Et cet acharnement, les députés, les parlementaires le ressentent. Une pression médiatique et idéologique. On leur dit, en fait,
c'est grosso modo un sujet, ils ont peur d'être contre, quoi, parce qu'ils auraient l'impression de ne pas être assez modernes, assez progressistes, etc. Et on ne leur laisse pas le temps de réfléchir. La question de la liberté des établissements confessionnels, par exemple, ils ne l'avaient pas vu. Ceux qui, la plupart d'entre eux ne l'avaient pas vu. Je pense qu'il y a plein d'aspects qu'ils ne voient pas et qu'ils veulent absolument faire passer. C'est stupéfiant, en fait. Moi, je suis stupéfait de la radicalité du texte tel que voté par l'Assemblée. Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Et pour vous dire, j'ai bien étudié aussi les promoteurs de l'euthanasie. Je pense qu'eux-mêmes ont été surpris, en fait, de pouvoir aller aussi loin. Parce qu'ils ont dit plusieurs fois, voilà, au début, on n'obtiendra pas l'euthanasie pour cause psychologique, etc. Et en fait, si, ils obtiennent quand même beaucoup plus que ce qu'ils pensaient obtenir au départ. Et ce qui compte, la vraie question, c'est de rompre l'interdit de tuer. Oui. Une fois que vous avez changé le rapport à la mort, vous Ouais. changez le rapport à la vie, ensuite, c'est une forme, moi je pense, c'est une forme ils appellent ça une rationalisation de la mort. Mais pour moi, ce sera une industrialisation. Ça veut dire qu'en fait, oui, la mort va être rationalisée, mais un peu comme la vie, notre vie est rationalisée dans le monde contemporain. Donc, Ouais. une industrialisation de la mort. Et voilà, les personnes qui auront les moyens auront des soins palliatifs, auront des conditions un peu, voilà, mais la mort, voilà. Et donc, il y a les parlementaires n'ont pas le temps de réfléchir. Voilà, ils sont soumis à cette pression. Donc le sort qui va en être, ce sera très dur parce qu'en première lecture à l'Assemblée nationale, il y a eu une large majorité pour le texte. Alors, je me permets de mettre un visage là-dessus. Moi, je pense à mon père, hein. Je vous en ai parlé, qui avait eu un cancer phase terminale, lente dégradation pendant 2 ans, une agonie en fin de vie qui a été quand même très très difficile, hein. La dernière image que j'ai de mon père, c'est de le voir passer ses journées à essayer de s'enfuir de sa chambre en passant par le placard à chaussures, parce que comme il y avait des escaliers partout, on avait peur qu'il se casse la figure, donc on l'avait mis dans sa chambre. Donc il était devenu fou de douleur. Ça veut dire que nous, on a été sauvés de cette situation-là, plus ou moins par des soins palliatifs. Ça marchait plus vraiment très bien, parvenu à ce stade de douleur, mais quand même, ça limitait la casse et il y avait encore le sentiment d'identité. Je me dis que si jamais ça régresse maintenant, pour que tout le monde comprenne bien, si jamais les soins palliatifs qui sont déjà insuffisants continuent de régresser un petit peu, ça veut dire que mon père, vous, un autre, qui refuse pour des questions spirituelles l'euthanasie, en disant ma vie appartient à Dieu, en gros, vous aurez plus d'autre choix que ou bien de souffrir, ou bien de vous suicider. C'est-à-dire que cette espèce d'entre-deux qui n'était pas encore terrible, mais qui pouvait exister, où j'ai pu offrir à mon père une fin de vie digne, va peut-être régresser, et sinon régresser de manière drastique, hein. Concrètement, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que la question de la souffrance et de la douleur va peut-être se poser de manière très significative pour les générations à venir en France. Les enfants sont-ils concernés ? Alors, pour l'instant, c'est plus de 18 ans en France. Le droit français, là, le texte indique plus de 18 ans. Les promoteurs de l'euthanasie ont déjà annoncé qu'ils voulaient aller plus loin et qu'ils voulaient évidemment élargir aux mineurs. Dans d'autres pays, comme la Belgique, c'est 12 ans. Voilà, donc à partir de 12 ans. Mais alors, avec quand même l'accord des parents. Ah bah. Pour les mineurs. C'est le seul cas où il faut l'accord d'un tiers. 12 ans. Maladie physique ou maladie physique et psychique ? Alors là, j'ai pas de la connaissance en Belgique, mais les deux, je sais qu'en Belgique, les deux existent. Et moi, j'ai connaissance d'un cas d'euthanasie, alors est-ce que c'était en Belgique ou aux Pays-Bas, à 17 ans pour un problème psychique pour une jeune femme. Oh la vache. La vache. Un mineur peut décider sans le consentement des parents, on vient de dire ça. Les pressions dont ils sont question, on a vu que c'était des pressions qui étaient politiques au niveau de la hiérarchie, de l'agenda. Et vous avez entendu aussi ce que vous dit Grégor à mot couvert, c'est-à-dire que derrière, il y a un lobby pro-euthanasie. Et je suis désolé les enfants, mais à un moment donné, il va falloir qu'on se mette à la page parce que manifestement, ils sont plus balèzes que nous, hein. Manifestement, il y a un niveau de professionnalisme sur l'activisme, le militantisme et le lobby. Je pense qu'on n'a même pas idée de ce qui se passe, quoi. Quand on vous explique qu'ils sont déjà en train d'avoir des poules de médecins et qu'ils sont en train déjà d'essayer d'avoir des places dans certains personnels de santé et d'établissement, vous me dites si jamais je vire au complotisme ou au parano, mais je pense qu'il va falloir qu'un jour on se réveille sur qui on est en face de nous, quoi.
Alors, si vous voulez savoir, cher frère, vous lisez l'histoire que j'ai rédigée, Histoire de la promotion de l'euthanasie au XXe siècle, Oui. qui est disponible sur le site de l'ECLJ. Alors, je le redis pour tout ça. Moi, j'ai invité Grégor parce qu'en fait, j'avais vu un article passer sur les dérives qu'il pouvait y avoir. J'avais trouvé que c'était très bien écrit, j'avais trouvé que c'était très documenté. Grégor vient de vous le redire, le CLJ. Il y a des sites sur Internet. Moi, je vous mettrai dans la description tout ce qu'il faut, tous les liens vers des articles, vers les livres, etc. Laissez-moi juste 2 secondes après le live, le temps de les mettre, mais ça arrivera. Mais vous, formez-vous aussi. Vous entendez que vous avez en face de vous quelqu'un qui connaît les dossiers et qui les a bossés. Alors, on vous a pas dit c'est article 2, paragraphe 4, etc., etc. Mais allez regarder les articles qui sont rédigés et vous trouverez toutes les références précises. Hein. Donc, je regarde. Alors, on l'avait dit, mais je le redis. Alors, c'est une bonne question. Maladie neurodégénérative type Alzheimer. Est-ce que ça pourrait être considéré comme l'euthanasie? La réponse a priori est oui, vous me corrigez si jamais je me trompe, mais la question qui vient après, donc maladie neurodégénérative type Alzheimer, donc dans un couple touché par cette maladie, est-ce que l'autre conjoint, le non malade, est-ce qu'il a le droit de s'opposer à la demande d'euthanasie de son conjoint? Non. Allons plus loin, est-ce que le médecin a l'obligation d'informer le conjoint? Non. Au moins, ce qui est très bien ce soir, c'est qu'on a des réponses qui sont parfaitement claires. Normalement, on met toujours un quart d'heure à comprendre, mais il a voulu dire quoi par là, qu'est-ce que ça veut dire. Là, au moins, ce qui est bien, c'est même. Normalement, je me disais, on va jamais avoir le temps de faire toutes les questions parce qu'il y en a trop. Et en fait, on a fait toutes les questions en une heure parce que c'est carrément flippant. Il est 21h40, les enfants, on se donne 3-4 minutes. Si jamais vous avez des questions, vous les posez. Évidemment, là je vois qu'on est 1500, donc évidemment je vois que ça intéresse les gens et on aimerait rester sur des considérations à débattre sur tout ce que ça veut dire, mais Grégor a une vie, moi aussi, et vous avez la vôtre, ce live est en replay. Donc là je le dis, c'est les 5 dernières minutes. Si jamais vous voulez être sympa, en attendant que les questions arrivent, si jamais vous voulez être sympa, je vous redis que Grégoire Pupink a fait l'évangile au quotidien EAQ, qui comme son nom l'indique, donne l'évangile au quotidien. Ça n'a rien à voir avec le juriste et le thème de ce soir, mais enfin voilà, il y a ça aussi dans ces cartons. Il y a une application qui s'appelle Evangelizo avec un Z. Exact. Et avec un Z, voilà. Et puis vous regardez du côté de l'ECLJ. Le CLJ, on l'a dit, c'est une association spécialisée en droit, dignité humaine, chrétien. Moi, je les avais pas mal consultés pour tout ce qui était persécution des chrétiens. Il y a des très bonnes recherches à l'international sur ce qui se fait. Pour savoir, par exemple, il y avait des questions qui m'intéressaient sur les chrétiens, quand leur situation au Pakistan ou ce qui se passe en Ukraine. C'est pas le thème de ce soir, mais ça vous permet d'élargir un petit peu le propos sur toutes ces questions euthanasie, ECLJ, sur toutes les questions de l'aide aux chrétiens persécutés. Moi, je bosse plus avec l'AED, l'aide à l'Église en détresse, qui est plus ou moins une branche qui émane du Vatican. Mais enfin, voilà un autre organisme qui est très sérieux et que je vous recommande, le CLJ. Les dernières questions que nous avons. Le pape va-t-il réagir? Alors, le pape a quand même, dans son discours là au mois de début janvier, son discours au corps diplomatique. Tous les ans, le pape fait un discours aux ambassadeurs à Rome. C'est un discours qui est important parce que c'est un discours qui est en fait très politique. Et là, il a parlé de la défense de la vie, il a parlé de l'euthanasie, sans mentionner directement la France. Donc évidemment, ce serait bien qu'il soit un peu plus explicite. Mais en tout cas, il l'a fait. En fait, il faut quand même être très clair là-dessus. Dans l'histoire l'histoire de l'euthanasie, on va dire, le projet politique de légaliser l'euthanasie, tout au long du XXe siècle, c'est toujours l'Église catholique qui a combattu. Vous prenez aux États-Unis, en Angleterre, évidemment aussi en Allemagne nazie, c'est toujours l'Église qui s'oppose à la légalisation de l'euthanasie et qui, très souvent, a réussi. En Angleterre, pendant très longtemps, l'Église catholique, qui est pourtant une minoritaire, et pas très aimée et qui n'était pas très aimée en Angleterre. Est parvenue au XXe siècle. Aux États-Unis aussi. Donc c'est une constante que l'enseignement de l'Église est très clair sur l'euthanasie et condamne l'euthanasie avec persistance. Je ne l'ai pas dit ce soir parce que ça me paraît évident, hein, mais en fait, je suis tellement atterré que on n'en a pas parlé. Mais le suicide volontaire, alors c'est devenu une question compliquée, mais c'est un péché grave.
Alors, le catéchisme de l'Église catholique dit qu'on n'a pas le droit de désespérer du salut de quelqu'un qui s'est suicidé, parce que derrière, il y a des questions qui parfois humainement sont tellement compliquées qu'on se dit, moi j'aurais été à la place, j'aurais fait quoi? Donc on se garde bien de juger, mais en tout cas, quand on dit que c'est grave, ça veut dire que c'est grave et que nous sommes des créatures, nous avons reçu la vie, nous n'avons pas le droit de vie et de mort, c'est quelque chose qui nous vient de Dieu et nous sommes créés à l'image de Dieu. Et l'espérance de l'Église, c'est que si jamais on se donnait les moyens, même la souffrance pourrait être plus ou moins accompagnée, gérée, et que la souffrance n'altère pas la dignité humaine. Ouais, mais bon. Donc ça, ce sera pour un autre sujet, mais c'est tout ça. Je pense qu'on est bon sur la question. Un très très grand merci Grégor. Je ne sais pas si on a dit tout ce qu'on voulait dire. Je vous ai renvoyé sur tous les liens qu'il fallait. Est-ce que on aurait d'autres choses à dire ou pas avant de se quitter? En fait, l'histoire de l'euthanasie est très vaste. Je pense que ce qui est vraiment important pour les auditeurs, c'est de comprendre l'alternative en fait qui est proposée par les promoteurs de l'euthanasie. C'est une autre conception de l'homme. Une autre conception de l'homme, une autre conception de la dignité, une conception qui est très nietzschéenne, d'autocontrôle, et qu'il y a une cohérence entre la promotion du suicide assisté et de l'euthanasie. Dans les deux cas, c'est l'idée que l'homme est digne uniquement dans la mesure où sa volonté est plus forte que son corps. Dans les deux cas où l'esprit est plus fort que la matière. Il faut que la volonté domine le corps, que la volonté domine la vie. Et pour eux, la capacité de décider de sa propre mort, donc d'être maître entre guillemets de leur vie, c'est pour eux la plus grande forme de liberté, et ils ne voient pas en quoi en fait leur conception de la dignité est une conception totalement destructrice, parce qu'ils pensent être libres en se tuant. Donc voilà, en fait l'euthanasie est utilisée comme un cheval de Troie pour faire évoluer le rapport de la société à la mort. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est que c'est utilisé comme un moyen pour que le rapport à la mort dans la population change. Et de fait, c'est ce que nous disait Grégor, au Luxembourg, en Belgique, le rapport à la mort a changé depuis l'introduction de ces lois. Alors à la limite... Pardon ? Et le recours à l'euthanasie augmente chaque année. Et le recours à l'euthanasie augmente chaque année. Oui, ça c'était une autre question qu'on aurait pu se poser. C'est est-ce que ça concerne beaucoup de personnes ou pas, quoi. Et ce que vous entendez aussi, c'est que là où c'est très compliqué, c'est qu'à la limite, moi, ce serait un choix individuel. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais les gens, on ne va pas aller chez eux pour les empêcher ou pas les empêcher de se faire. La difficulté, c'est que là, l'euthanasie, ce n'est pas uniquement un choix individuel, parce que vous faites appel à un médecin. Donc ça veut dire que ça fait appel à tout un système social de santé et donc ça ne devient plus individuel. Et là aussi où ça ne devient plus individuel, c'est que ça influe sur les politiques d'accompagnement à la douleur, de soins palliatifs, etc. Et donc, c'est est-ce qu'on va vous donner les moyens ou pas, vous, de gérer votre souffrance, ou est-ce que ça va... Donc en fait, c'est là la grande manipulation. Là, c'est moi qui le dis. Vous n'êtes pas obligé mais la grande manipulation, c'est de faire passer un choix social pour un choix individuel. Et comme dit l'un des responsables des associations et un ancien sénateur, le but premier, c'est de mettre le pied dans la porte. Et ensuite d'élargir sans cesse davantage pour accroître cette pseudo-liberté.